On a, chers camarades, une journée bien remplie devant nous avec ici ce matin 2 tables rondes. L'une s'est déjà installée, une table ronde historique dans quelques minutes donc, une seconde ensuite avec les têtes des organisations syndicales de l'intersyndicale, ce sera à 11h après une courte pause. Quant à moi, je suis Clément Olivier, je suis journaliste, je suis par ailleurs adhérent SNJ-CGT. On m'a fait la faveur de me confier l'animation de ces 2 tables rondes. Mais tout d'abord, pour introduire cette journée, je vous demande d'accueillir Maryse Dumas de l'Institut d'Histoire Sociale de la CGT, que vous pouvez applaudir si elle a un micro. Chers amis, chers et chers camarades, la CGT et son Institut d'Histoire Sociale vous remercient de votre présence nombreuse pour une journée que nous voulons à la fois porteuse d'histoire et tournée vers l'avenir. L'histoire ne se reproduit jamais 2 fois de la même façon, nous le savons. Cela ne signifie pas qu'elle n'a rien à nous dire pour aujourd'hui. Au contraire, elle est source de réflexion et d'expérience, indispensable à toutes celles et ceux qui veulent intervenir et agir pour faire évoluer, changer, transformer la société. Nous nous trouvons aujourd'hui à quelques pas du 48 de la rue du Four, où eut lieu le 27 mai 1943 la première réunion, présidée par Jean Moulin, de ce qui allait devenir le Conseil national de la résistance. L'appartement avait été choisi parce que, situé au premier étage, il permettait de s'enfuir en cas de nécessité par une terrasse. On s'en souvient, l'hôtel Lutetia, siège de la Gestapo, se trouvait à 2 pas. 9 mois et 6 versions différentes auront été nécessaires pour parvenir au vote unanime du Conseil national de la résistance, regroupant les forces représentant la résistance, des partis politiques et 2 organisations syndicales, la CGT réunifiée en 1943 et la CFTC. Les conditions extrêmes de la clandestinité n'auront donc pas eu raison de la volonté démocratique et d'unité des concepteurs du programme. Il ne s'appelle pas encore les jours heureux. Ce titre fabuleux a été imaginé pour déjouer la surveillance. Il était celui donné à une petite brochure qui contenait le programme. Le paradoxe est que ce titre, destiné à camoufler le programme, est celui qui a contribué à le rendre célèbre. On ne compte plus les chansons, les films, les références diverses qui lui sont faites. Il a même été récemment le thème générique d'une campagne électorale. À la Libération, le programme du CNR sort de l'ombre, mais ses concepteurs doivent batailler pour que les réformes de démocratie sociale et économique qu'il préconise soient prises en compte par les nouvelles autorités et le général de Gaulle, bien sûr. Puis, il passe au second plan, au moins pour le grand public. L'ampleur des réformes de la Libération le double dans les références historiques. Il ressurgit au tournant du XXIe siècle. Le détricotage des conquis de la Libération, les contre-réformes libérales conduisent à revenir aux sources de ce que l'on appelle le modèle économique et social français et à redécouvrir la force jamais éteinte du programme du CNR. Tellement pas éteinte qu'à peine le MEDEF fondé, à la place du CNPF, son premier président, Ernest Antoine Seillière, et son vice-président, Denis Kessler, engagent un processus qu'ils appellent de refondation sociale, dont l'objectif affirmé est de mettre un terme, je cite, au compromis social issu de la Libération. Plus près de nous, le président Emmanuel Macron, dans un discours d'avril 2020, déclare, je cite, « Nous retrouverons les jours heureux, j'en ai la conviction ». Il n'hésite pas, par la suite, à usurper le sigle CNR à son profit pour son opération mornée de Conseil national de la refondation, ainsi qu'à baptiser son parti Renaissance du nom des États généraux dont nous allons parler tout à l'heure. Si nous pouvons approuver l'affirmation « oui, nous retrouverons les jours heureux »,
nous savons que ce n'est certainement pas avec la politique menée par Emmanuel Macron. Pour continuer à imaginer, écrire et conquérir les jours heureux, nous avons besoin de nous inspirer du contenu du programme du CNR et de la démarche qui l'a rendu possible. C'est une démarche qui cultive l'espoir et la confiance, une démarche qui combat la résignation, le fatalisme, une démarche qui refuse de se soumettre au consensus ambiant. Le programme est conçu en 2 parties, l'action immédiate et les perspectives d'avenir. Il est axé sur une démarche de construction d'un rapport de force à partir des préoccupations et revendications immédiates. Il est conçu dans l'unité. Elle n'avait rien d'évident, pas plus à l'époque qu'aujourd'hui. Chacune des composantes du CNR avait une identité et des modalités propres de fonctionnement et d'action. Identité renforcée par la clandestinité et la lutte armée. Il fallait donc donner toute sa force à l'action politique. Dans un moment où le recours aux armes était incontournable, il fallait opérer les compromis nécessaires à la mise en commun sans en rabattre sur l'ambition transformatrice. C'est ce qui a été fait avec patience, détermination et clairvoyance politique. La démocratie en a été un levier primordial. Il est élaboré en respectant les opinions et propositions de chacune des composantes. C'est ce qui a fait sa force, ce qui a fait qu'il a résonné avec les attentes de la majorité de la population française. Revendications immédiates et perspectives transformatrices, refus de la résignation et unité, démocratie et rassemblement, ce sont les pistes que nous voulons travailler dans l'époque qui est la nôtre pour renouer avec l'ambition des jours heureux. À l'heure où la bête immonde fait à nouveau souffler un vent mauvais sur toute l'Europe, nous voulons relever le gant de la solidarité internationaliste contre le racisme, du progrès social contre le néolibéralisme, de la démocratie contre les systèmes autoritaires, de la paix contre la guerre. Nous voulons reprendre et poursuivre l'écriture des jours heureux. Le déroulement de notre journée a été pensé pour nous permettre à la fois de nous approprier les grandes leçons de cette histoire, de débattre de nos responsabilités d'aujourd'hui et enfin de rendre hommage à ces hommes, ces femmes qui, au cœur de la nuit, se sont tournés vers la lumière et l'ont rendue possible. Le déroulement de la journée est donc prévu avec une première table ronde qui va donner la parole aux historiennes et aux historiens. Elle va nous permettre de comprendre comment le programme... Hop, la feuille est collée. Comment le programme a pu être élaboré, comment il a été l'objet de nombreuses batailles à la Libération et comment aussi il a été en partie détricoté. Après une courte pause, une deuxième table ronde va rassembler les dirigeantes et dirigeants des grandes organisations syndicales françaises et des partis politiques en visio. Elle nous permettra d'être en plein dans l'actualité des responsabilités des générations actuelles. Nous prendrons le temps d'une pause déjeuner qui nous permettra de poursuivre nos échanges et de découvrir les diverses publications que la CGT et son Institut d'histoire sociale mettent à notre disposition, notamment un livre publié par les éditions Grasset qui comprend à la fois le programme du CNR et un texte de Sophie Binet. Un cahier spécial de l'Institut d'histoire sociale CGT reprend les grandes données historiques qui entourent le programme. Enfin, à 15h, nous tiendrons un rassemblement hommage rue du Four avec de nombreuses prises de parole et notamment celle de Sophie Binet, secrétaire générale de la CGT. Bonne journée à toutes et tous. Bonjour à toutes et tous. Il faut s'imaginer cette quinzaine d'hommes libres tentant une expérience démocratique dans la plus grande clandestinité. Il faut s'imaginer ces très rares plénières secrètes cachées dans un appartement ordinaire du centre de Paris, un appartement choisi, paraît-il, parce qu'on pouvait, en cas d'urgence, s'en échapper par une petite cour dérobée, s'imaginer aussi le ton des débats
qui, pluralisme oblige, monte régulièrement en décibels avant qu'on se ravise au chuchotement pour ne pas se faire repérer par l'occupant qui est à chaque coin de rue. Et puis un accord, enfin, fruit de mois de négociations, est signé à l'unanimité le 15 mars 1944, qui façonne toute l'après-guerre et en grande partie ce qu'on appelle toujours le modèle français. C'était il y a 80 ans. C'était les jours heureux qu'écrivait le Conseil national de la résistance pour inventer une société nouvelle après la nuit. Alors comment ce phénomène inédit ou quasi inédit s'est-il produit? Comment se construit une telle unité entre des tendances si différentes? Que contient ce programme, mais aussi que ne contient-il pas? Et puis quelle est sa postérité dans ce qu'on a appelé les 30 Glorieuses et après jusqu'à aujourd'hui? Premier temps de cette série de 2 épisodes sur le CNR et son programme dont on commémore donc les 80 ans de la signature. Avec nous sur ce plateau, Michel Margueras, bonjour. Bonjour. Historien de l'économie, professeur émérite à Paris 1, vous avez notamment publié avec Daniel Tartakovsky L'état des tricotés, de la résistance à la République en marche. C'était en 2018 aux éditions du Détour. À côté de vous, Jean-Marie Pernaut, bonjour. Bonjour. Politiste, chercheur associé au CHS, le Centre d'histoire sociale des mondes contemporains, et à l'IRES, également avec nous Claire Andrieux, bonjour. Bonjour. Historienne, professeure émérite à Sciences Po, il faut dire que vous êtes l'une des pionnières de ce sujet sur lequel vous vous êtes penchée dès les années 80, avec notamment ce livre, Le programme commun de la résistance, des idées dans la guerre. C'était en 84 aux éditions de l'Érudit. Et Michel Pigenet, bonjour. Bonjour. Historien également, professeur émérite à Paris 1, citons Les Jours heureux dans les archives du CNR Louis Saillant, que vous avez co-dirigé avec Rossana Vaccaro en 2018 au CODOS. Et puis je précise qu'on peut presque tous vous retrouver dans un documentaire du CHS qui est en accès libre sur Internet, qui s'appelle Une histoire du Conseil national de la résistance, réalisé en 2018 par Jeanne Manjoulet. Merci infiniment à vous 4 d'avoir accepté notre invitation. Vous me permettrez une question assez brève et peut-être redoutable pour commencer. En quelques mots, chacune, dites-nous pourquoi ce sujet est si important pour vous en tant que chercheur, vous qui avez consacré des années de recherche. Je sais bien que c'est compliqué de résumer des années de recherche en quelques mots, mais je pense que c'est important pour lancer cette table ronde. Michel Margueras. Oui, merci. Oui, je vais résumer quelques années quand même de travail. Mon travail principal a porté sur une question vaste, éclairée de diverses manières, qui était l'articulation entre l'économie de la société et la politique. Alors, quand on parle d'articulation entre économie et société et la politique, au XXe siècle, en France, on peut guère faire l'impasse sur le Conseil national de la résistance, dont, au fond, tous les éléments m'ont intéressé, à la fois sa construction, le pourquoi, etc., c'est-à-dire un peu tout ce qu'on va traiter aujourd'hui, et aussi sa postérité, puisque c'est quand même la base de ce qu'on peut appeler l'État social en France, et qui a fonctionné pendant 30 ans, 40 ans, on le verra. Voilà. Absolument. Donc c'est un bon exemple de l'articulation entre le politique et l'économique, mais aussi entre le temps très court de l'événement extrêmement chaud et un temps beaucoup plus long, puisque ça s'inscrit dans la durée. Donc les historiens aiment bien ça. Jean-Marie Pernaut, vous êtes politiste, vous êtes particulièrement intéressé au syndicalisme. Même question, pourquoi c'est important? Donc, quand on examine l'histoire longue du syndicalisme français, qui est riche en péripéties diverses, cette période-là est assez singulière, puisque c'est sans doute la première où le mouvement syndical, qui progressivement au fil du temps se diversifie, comme chacun sait. On passe d'une organisation unique avant la Première Guerre mondiale à une pluralité syndicale après, à des tensions et des tendances syndicales différentes qui s'affirment et qui s'affrontent. Et cette période assez singulière est une période de rassemblement. Elles ne sont pas si fréquentes dans notre histoire du coup on s'y intéresse. Mais c'est un moment aussi particulier parce que ça va laisser des traces dans la trajectoire historique de chacune des organisations qui sont impliquées. On aura peut-être peu l'occasion d'y revenir ici parce que c'est pas. Mais dans l'histoire de la CFTC, du syndicalisme chrétien par exemple, c'est un moment fondateur sans lequel on ne comprend pas l'évolution après-guerre et la naissance de la CFDT. Donc c'est aussi
On reviendra tout à l'heure, évidemment, plus longuement sur l'histoire de la CGT, parce que c'est aussi un moment particulier. Mais je pense, quand on prend la dynamique historique du mouvement syndical en France, cette période-là se détache et justifie qu'on lui accorde une importance particulière, sans compter évidemment les autres aspects, la présence encore très forte, notamment du programme du CNR dans les représentations politiques du moment, dans les affrontements politiques qui traversent tout l'après-guerre et peut-être plus encore aujourd'hui. C'est assez frappant quand on le relit de voir à quel point on pourrait peut-être reprendre chaque paragraphe et en faire un outil de nouvelle résistance par les temps qui courent. À la fois dans les imaginaires et dans la communication aussi politique. Claire Andrieux, on vous doit beaucoup sur la redécouverte de ce sujet. Oui, moi c'est parti d'un sujet de thèse que j'avais choisi sur les réformes de structure à la Libération, c'était l'intitulé. Bon, c'était un sujet beaucoup trop vaste pour être traité en une seule thèse, mais en faisant des recherches, je suis tombée sur un paquet d'archives justement internes au CNR et notamment liées à la construction du programme du CNR chez un membre du Conseil national de la résistance qui n'aurait jamais dû garder les archives, qui devait les détruire, mais il ne l'a pas détruite. Et ces archives sont maintenant aux archives nationales. Voilà. J'ai trouvé que ce paquet, qui faisait peut-être 40 cm de haut, c'était pas gigantesque, était passionnant. Et donc j'ai commencé par, au lieu de faire ma thèse, par faire un livre à partir de ce paquet. Et après, j'ai continué. Quand le livre est paru en 84, le sujet n'était pas vraiment à l'ordre du jour. C'était un peu isolé comme initiative. Mais avec le retour du libéralisme économique, par contre-coup, par réaction, le sujet a retrouvé de l'intérêt. Et je crois que la situation continue. Michel Pigenet, on parlera plus particulièrement avec vous des états généraux de la Renaissance française, qui sont peut-être encore au second plan dans la mémoire, mais on compte sur vous pour nous en parler, pour les réhabiliter. Même question, qu'est-ce qui vous a mené à ça ? Alors moi, je suis un historien des mouvements sociaux et du travail, et de l'articulation du social et du politique. Et on parlait tout à l'heure de temps longs et des temps courts. Le programme du CNR va fonder la République démocratique et sociale que nous définissons aujourd'hui encore dans le préambule de la Constitution comme étant les caractéristiques de la République. Et cela, pour moi, renvoie à un idéal qui se forge au milieu du XIXe siècle, où déjà on dit « vive la République démocratique et sociale » et d'une certaine façon, le programme du CNR et son application, c'est aussi l'aboutissement de cette longue histoire. Enfin, sur les états généraux, mais on y reviendra tout à l'heure, c'est au fond la découverte des archives de Louis Saillant portant sur le CNR, qui a été l'acteur et le tuteur de cette initiative. Bien, on va éviter de faire un exposé trop chronologique, mais je voudrais quand même qu'on revienne au début et qu'on parle de ce qu'on pourrait appeler, Michel Margueraz, le caractère étrange de ce consensus, à savoir d'où il vient, comment il s'est constitué. Partons de mai 43, quand se réunit pour la première fois le CNR à Paris dans la clandestinité. Jean Moulin est missionné à Paris par le général de Gaulle pour unifier la résistance intérieure, qui est en proie, on va le voir, à des divisions très nettes. Et puis il réussit à réunir tous les mouvements de résistance, les deux grandes centrales syndicales de l'époque, CGT et CFTC, ça a été dit, et puis les grands partis de l'avant-guerre. Michel Margueraz. Oui, si on réfléchit à cette initiative particulièrement délicate, rien que de réunir toutes ces organisations que vous évoquez, hein, c'est-à-dire à la fois les organisations politiques non compromises dans Vichy et dans la collaboration, les deux grandes confédérations syndicales, et on y reviendra sans doute, la CGT réunifiée l'année auparavant entre l'ancienne CGTU clandestine depuis 1939 et puis la CGT des Confédérés. Et puis donc tous les mouvements de résistance dans leur diversité, avec une
un autre élément de complexité et d'étonnement, c'est la clandestinité, ce qui a été dit, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'incompatibilité, Claire Andrieux l'a montré dans ce livre que vous évoquez, et depuis, il n'y a pas d'incompatibilité entre la clandestinité et le débat démocratique. Il faut donner des exemples de savoir comment les textes ont circulé, et d'une certaine manière, comment la confiance s'établit, puisque un certain nombre de membres du CNR représentent plusieurs organisations pour éviter de réunir trop de gens. En fait, par exemple, le Conseil, oui, par exemple, le fait que Pierre Villon a pu représenter à la fois le Front National, alors attention, le Front National a rien oui, qui n'a rien à voir avec Voilà. le Front National de monsieur et madame Le Pen, hein, c'était une organisation communiste qui n'a aucun lien oui, avec ou en le tout Rassemblement cas, national qui actuel. était fondé par des communistes mais qui allait bien au-delà, mais aussi la CGT est aussi en fait un parti de l'ancienne droite de la Troisième République. Donc c'est bien le signe de la confiance. Signalons, alors pourquoi? Bon, ça mes collègues en diront sans doute beaucoup de choses. Je dis deux mots simplement, puisqu'il faut aller vite. Premièrement, le danger commun, on a du mal à se représenter. Nous-mêmes, bon. Le danger pousse probablement à aller à l'essentiel. Or, l'essentiel, c'est la libération du territoire. C'est ça la priorité, et c'est la priorité inscrite dans la première partie du programme. Mais alors, pourquoi l'inscrire dans un horizon plus vaste? C'est ça, un peu, au fond, le caractère très insolite. C'est d'autant plus insolite, mes collègues en donneront leur interprétation, je ne veux pas garder la parole trop longtemps. Non, je vous en prie. Le caractère insolite, c'est quand même le fait que c'est le seul texte, depuis 1789, seul programme, à la fois économique et social, pas tellement politique, volontairement. Ouais. Éviter ce qui divise. Et c'est le seul texte qui, au fond, réunisse l'ensemble à la fois des mouvements politiques, syndicaux et ce qu'on peut presque appeler associatifs, qu'on dirait aujourd'hui, qui sont les mouvements de résistance. Donc c'est ça, sa singularité, et ça nous laisse encore perplexes aujourd'hui. Peut-être même encore plus aujourd'hui qu'il y a 30 ans ou je ne sais pas combien, parce que au fond, on se dit, mais c'est un peu miraculeux. Alors, ce n'est pas un terme très employé par les historiens en général, ce terme-là, mais au fond... C'est un peu chrétien, quoi, tout Il y de a peut-être une explication assez laïque, rationnelle, de ce qu'est un miracle. Ah bah oui, un mot là-dessus. Déjà, il faut rappeler, comme vous l'avez fait, qu'il y a deux parties dans le programme du CNR. Une partie de l'action, un plan d'action immédiate contre l'occupant, et puis une deuxième partie qui est programmatique. Et juste pour rebondir sur ce que vous venez de dire, il y a un aspect très important de cette nécessité de l'unité, qui est qu'il va falloir gouverner la France ensuite, et que le général de Gaulle a peur que, faute d'unité, la gouvernance de la France passe aux Alliés. Oui, c'était l'argument essentiel pour rendre crédibles les organisations politiques de la résistance, du gouvernement provisoire, c'est-à-dire le fait, c'était déjà le raisonnement de Jean Moulin, c'est-à-dire le fait que le général de Gaulle soit reconnu par toutes les composantes, toutes ces composantes-là du Conseil national de la résistance, c'était renforcer la crédibilité de ce gouvernement qui va mettre longtemps avant d'être reconnu par les Américains, par exemple. Jusqu'en octobre, au fond, ils traînent à reconnaître. Je dirais, je ne veux pas garder la parole trop longtemps, donc vous m'obligez, mais vous savez que je sais faire court. Qu'est-ce qui explique quand même, je donne mon idée, c'est que pour les uns, c'est le maximum de ce qu'ils peuvent accepter, pour les autres, c'est le minimum. Et l'histoire tranchera. C'est-à-dire que certains, évidemment, pensent au-delà, c'est-à-dire acquérir des positions pour aller au-delà vers le socialisme, vers un nouveau mode de production, une nouvelle société, etc. D'autres pensent que c'est le maximum auquel on peut aller pour sauver le système. Donc vous voyez qu'on est bien dans sans doute, non pas des arrière-pensées, mais au fond des mobiles qui ne sont pas les mêmes.
Jean-Marie Pernaut, pour continuer de dresser un paysage et aussi celui des forces en présence, il faut peut-être nous rappeler où en est le syndicalisme pendant la guerre, où en est le droit du travail sous Vichy, et puis aussi rappeler, comme ça a été dit, que la CGT est scindée en deux à ce moment-là. Enfin, en deux et même un peu plus d'ailleurs, mais il est vrai qu'il est bon de rappeler qu'à l'entrée de la guerre, le mouvement syndical, dans son ensemble, n'est pas en très grande forme, et la CGT en particulier, qui après avoir pris ce bond en avant à l'occasion du Front populaire, à la fois sa réunification, comme tout le monde a en tête, en 1936, en mars 1936, mais après le mouvement social de juin 1936, qui la voit acquérir vraiment la dimension d'un syndicalisme de masse, puisqu'elle multiplie ses effectifs par un coefficient que j'ai plus en tête, mais enfin elle change tout à fait à la fois du fait de la réunification et du fait du grand mouvement social qui a accompagné le succès électoral du Front populaire. Donc c'est un syndicat très puissant en 1938, mais l'agonie du Front populaire, les divisions qui suivent le pacte germano-soviétique, la mobilisation générale, etc., tout ça va effondrer l'édifice syndical tel qu'il s'était constitué dans les quelques années antérieures. Et pour rajouter à ça, effectivement, il y a cette grande division. Alors on retrouve la division historique entre les unitaires et les confédérés, entre les réformistes et les communistes, si on veut simplifier un peu le débat, mais il y a aussi l'autre coupure interne qui n'est pas négligeable, qui est la scission au sein de la majorité confédérée avec les tenants de Belin, la minorité qui s'appelle syndicat, qui se manifeste après 1936, mais surtout on la voit apparaître au congrès de 1938 de la CGT, où elle fait un certain score, elle est commandée, le terme n'est pas exact, mais son homme lige, c'est René Belin, dont on connaît la suite de la carrière, c'est-à-dire qu'il va être ministre du Travail et de la Production industrielle dans les premiers gouvernements du maréchal Pétain. Enfin, il sera présent jusqu'au retour de Laval aux affaires à Vichy. Et il emporte avec lui quand même une partie du mouvement syndical. Bon, Jean-Pierre Lecrome a étudié ça très finement. Il nous a laissé des travaux indépassables, en tout cas pour l'instant, qui montrent bien qu'une partie du mouvement syndical, lui, il parle plutôt des notables syndicaux d'ailleurs, hein, ça n'a pas emporté un grand enthousiasme, mais c'est engagé dans l'accompagnement des nouvelles institutions, et notamment la dissolution des confédérations telles que le mouvement ouvrier les avait inventées en France, et l'inscription dans de nouvelles institutions, la charte du travail qui viendra un peu plus tard, qui en réalité n'adviendra à peu près jamais parce qu'elle perd les quelques soutiens qu'elle avait. Un mot sur cette charte du travail de Vichy, qu'est-ce que c'est ? La charte du travail, si vous voulez, c'est bon, elle s'inspire de modèles, des modèles de la corporation en Italie, en gros le modèle de la corporation fasciste, c'est-à-dire l'idée d'une intégration. C'est quelque chose de très fasciste. Hein, d'une intégration des syndicats dans l'État. Alors il y a des débats dans l'entre-deux-guerres importants dans les années 30 autour du thème de l'économie organisée, qui déborde un peu le front syndical, le champ syndical, mais dans lequel se retrouve beaucoup les courants réformistes, parce que le syndicalisme chrétien est aussi un peu sur cette logique-là, c'est l'héritage de la Tour du Pin dans le mouvement chrétien, mais cette idée qu'il faut rationaliser l'économie d'une part et rationaliser les relations sociales, et que l'affrontement de classes est désorganisateur pour l'économie et pour la société, et donc il faut mettre de l'ordre là-dedans. Et donc, alors il y avait une côté contrainte aussi pour le patronat, il faut l'obliger à négocier, il faut l'obliger mais évidemment dans des cadres qui étaient orchestrés par l'État. Et il y a une première perspective réaction nationaliste aussi, la lutte des classes, ça divise la nation ou... Oui, ça c'est des thèmes effectivement très anciens. La thématique de la lutte des classes est évidemment récusée. On met en avant traditionnellement l'unité, le nationalisme qui évidemment peut se nourrir assez facilement de l'évolution des relations internationales. Mais et le premier débat à l'intérieur du syndicalisme, et notamment de la CGT, mais aussi de la CFTC d'ailleurs, ça va être est-ce qu'on maintient cette notion de syndicat libre ? Et c'est autour de ça que s'organise la grande division, pas seulement entre unitaires et réformistes, mais à l'intérieur du camp réformiste, il y a l'opposition entre est-ce que
Bon, ils sont prêts à beaucoup de compromis. Il y a eu ce qu'on appelle les accords majestiques en 1939, où la majorité de la CGT reconnaît que pendant la guerre, ma foi, il faut composer, il faut évidemment que les congés payés, les 40 heures, tout ça, on veut bien remettre ça à plus tard. Bon, les unitaires qui sont clandestins à l'époque condamnent évidemment ces accords en disant qu'on renonce, etc. Mais il y a ce débat-là. Mais le débat de fond qui va venir très vite après les pleins pouvoirs, après l'installation du premier gouvernement Pétain, c'est l'indépendance du mouvement syndical. Les confédérés veulent bien faire des compromis, on l'a vu aux accords majestiques, mais ils veulent que ce soit leur propre choix et non pas le fait d'être intégrés dans un dispositif étatique. Et la grande cassure, elle va s'opérer là-dessus. Alors après, il y a des réaménagements. La question va vite se poser, et notamment après l'arrivée de Jean Moulin, c'est-à-dire l'unification, ce qu'on appelait les forces vives du pays à l'époque, dans laquelle l'unification syndicale jouait un rôle important parce qu'il signifiait, c'était un mouvement parallèle et d'ailleurs pas totalement indifférent, parce que les syndicalistes, il y en avait aussi dans les mouvements de résistance, il y en avait aussi dans les partis politiques. Donc l'unification, la tension vers l'unification syndicale était le signe de cette période où il fallait réunifier les forces pour les raisons qu'a évoquées Michel et sur lesquelles on pourra revenir. Tout le monde avait bien conscience dans le mouvement syndical qu'il fallait, bon an mal an, et malgré les cassures du début de la guerre, parce que les ruptures ont été quand même extrêmement profondes, le pacte germano-soviétique, l'exclusion quand même des communistes, non seulement de l'Assemblée nationale, mais à l'intérieur même de la centrale syndicale. Donc il y a eu des fractures difficiles. Il faut simplement préciser que ça c'est avant la défaite. Hein. Ouais. Voilà, oui, mais ça montre bien ce que disait Michel, c'est que la prise de conscience de la nécessité de l'unité et y parvenir en finalement assez peu de temps et dans les conditions difficiles de l'échange démocratique de l'époque, ça montre bien une perception quand même très élevée des enjeux. Vous nous décrivez en fait chez les syndicalistes trois attitudes. À ce moment-là, certains sont dans la résistance, d'autres sont attentistes, et les troisièmes sont carrément collaborationnistes. Claire Andrieux, on voit bien que cette unité, elle ne s'est pas faite de façon spontanée. Michel Margaras parlait de miracle, on pourrait utiliser un autre terme un peu chrétien qui serait une épiphanie. Et alors justement, pour dire que ça n'en était pas une, un mot pour compléter tout ce qui a été dit. Alors sur l'unité qui a été réelle, je crois qu'il faut en effet insister parce que c'est difficile à comprendre aujourd'hui. Il y a une volonté unitaire très forte qui a permis de surmonter les conflits qui continuaient d'être virulents. C'est-à-dire il y avait des correspondances en parallèle, si vous voulez, notamment entre le Parti communiste clandestin et le Parti socialiste clandestin, des correspondances extrêmement agressives. Donc les conflits d'avant-guerre n'avaient pas disparu, mais la volonté d'unité permettait de les surmonter ou de les mettre entre parenthèses. Et non seulement pour des raisons stratégiques évidentes que si la France était divisée, les Alliés, il n'y avait aucune chance que les Alliés reconnaissent rapidement l'existence d'un gouvernement français. Il ne faut pas oublier que De Gaulle n'a été reconnu comme chef du gouvernement provisoire de la République française qu'en octobre 1944 par les Alliés. Jusque-là, il était considéré comme un chef de guerre un peu douteux, surtout de la part de Roosevelt. Et donc ça, toutes les tendances du CNR avaient conscience de cela, mais en fait, je crois que cela va plus loin parce que aujourd'hui, ou peut-être pas encore, nous n'avons pas été éduqués à repérer les formes discrètes de nationalisme. Ce n'était pas un sujet traité. Et je crois que si on reprenait les textes de l'époque, c'est-à-dire les textes clandestins, on trouverait de nombreuses traces d'un nationalisme très grand, d'une fierté nationale, avec des considérations relatives à la grandeur de la France, y compris sous la plume des hommes de gauche. Ce n'était pas du tout, limité à ce qu'on appelle aujourd'hui les nationalistes. Mais est-ce que ça, c'est pas du patriotisme plus que du nationalisme ? Oui, on peut dire que c'est du patriotisme, mais là, l'idée, c'était l'unité, si vous voulez. On peut dire que c'est du patriotisme en reprenant la vieille expression de la Révolution française, exactement. Les patriotes. Mais c'est aussi une forme de nationalisme parce que c'était pas seulement en défense, et c'était
et avec une dose de fierté sur l'identité française que aujourd'hui, je crois, on trouve moins facilement et de manière plutôt connotée politiquement. Voilà. Est-ce qu'on peut tracer une ligne entre 36 et 46 ? Est-ce que cette unité, elle a un précédent qui est le Front populaire, dans lequel, contrairement au CNR, il n'y a pas la droite, évidemment, mais il y a un large programme commun qui se fait pour contrer le risque de l'extrême droite. Oui, il y a bien sûr une continuité. Donc, le programme de Rassemblement populaire rassemble aussi non seulement les socialistes, les communistes, mais les radicaux et une centaine d'associations. Le Rassemblement populaire, pardonnez-moi, c'était le nom à l'époque du Front populaire, voilà. Oui, de 1936. Je vous en prie. Donc c'était aussi un rassemblement très large qui comprenait donc non seulement des partis mais des syndicats et des associations, ce que va faire à nouveau le CNR. Hein. Si on considère que les mouvements de résistance sont des associations, on a bien les syndicats, les partis, les associations. Donc c'est un assemblage atypique et qui se reproduit en 44, enfin en 43 à 44. Mais il y a d'abord une grosse différence puisque les droites sont présentes au Conseil national de la résistance. Et aussi, il y a une différence qui est, je dirais, la montée d'une opinion transnationale, d'un mouvement transnational en faveur de la démocratie économique et sociale. Et en 1936, ce n'était pas si net. Bien sûr, en 1935, il y a l'acte sur la sécurité sociale, la loi sur la sécurité sociale aux États-Unis, qui a fait modèle indirectement. Donc il y a eu des débuts dans les années 30, bien sûr, il y a eu 36, mais le mouvement qui s'affirme en fait pendant la guerre, et sans même qu'il y ait de communication entre pays occupés. En revanche, il y a des communications entre l'Angleterre et la France occupée. Le plan Beveridge était bien connu de la résistance. Il y a donc qui est un rapport, il faut le rappeler aussi, au Royaume-Uni et qui est fondateur de l'État social britannique d'après-guerre. Hein. Oui, en tout cas, le symbole du welfare state en Angleterre a reposé longtemps sur le plan Beveridge, qui avait reçu une publicité considérable. Il avait été distribué aux soldats britanniques. Il y avait même des exemplaires restreints, des résumés qui circulaient dans la France occupée. Donc c'était une incitation, et c'était donc un signe de ce mouvement général en faveur de la démocratie économique et sociale et qui s'est affirmé peu ou prou dans les pays libérés. Et donc là, c'était nouveau, ça. C'était tout à fait nouveau. Et ce qui était nouveau aussi, et qui va durer, il y a eu un moment de la libération, c'est cette unité politique qui aujourd'hui, évidemment, surprend. Mais les mesures égrenées ou listées par le Conseil national de la résistance, non seulement elles ont été votées une fois qu'on a eu une assemblée nationale élue, mais elles ont été votées à 85 jusqu'à 90% des voix. Ce n'est donc pas une mesure, uniquement en faveur de l'unité nationale adoptée dans la clandestinité, dans des circonstances très particulières. C'est une mesure qui a été voulue par 85% des élus pendant 18 mois, jusqu'en mai 1946. Voilà. Et c'est ça aussi, alors ça c'est unique dans l'histoire, c'est ce que disait Michel, c'est unique dans l'histoire de France. Et ce moment-là, il a permis qu'une partie des mesures dure longtemps. Vous voyez, je parlais de l'Angleterre. En Angleterre, c'est uniquement les travaillistes qui ont voté le welfare state contre les conservateurs. Churchill s'était prononcé contre ces mesures. Qui sont vite revenus dessus, et évidemment dans les décennies suivantes, particulièrement avec l'accession au pouvoir de Margaret Thatcher à la fin des années 70. Dès 50-51, quand Churchill revient au pouvoir, on revient sur une partie des mesures adoptées en 45-46. Et la France n'a pas connu un tel retour de bâton, si l'on peut dire. Et je crois que le fait que ça a été voté avec une si forte majorité a joué un rôle dans l'héritage. Alors aujourd'hui, c'est peut-être moins vrai, c'est moins connu. Mais ça a duré. La 4e République ne pouvait pas revenir ouvertement sur ce qui avait été voté en 44-46.
Michel Pigenet, on le voit dans ces dynamiques, tout va extrêmement vite à ce moment-là, et ça amène des groupes qui sont sur des positions qui n'étaient pas forcément les leurs avant. Alors, oui, mais ça, c'est un peu le miracle qui était évoqué tout à l'heure. Circonstances exceptionnelles, quoi. Circonstances exceptionnelles, parce qu'on a parlé des jours heureux, mais ces jours heureux sont aussi des jours difficiles. Et pas seulement pendant la période de l'occupation. Si on arrive à la libération, on est dans un pays qui, par-delà le poids de l'humiliation de 4 années d'occupation dure, est aussi un pays exsangue. Le niveau de production industrielle est retombé à ce qu'il était avant 1900. Pour l'agriculture, on est revenu presque 90 ans en arrière. On manque de tout. Et donc, en quelque sorte, autant l'unité apparaissait comme vitale pour préserver la nation, autant elle est toujours indispensable pour reconstruire le pays. Mais pas le reconstruire à l'identique, et c'est là que précisément le programme du CNR est un repère et une référence et une boussole pour le reconstruire différemment, pour fonder les bases précisément de cette République démocratique et sociale qui va ouvrir des perspectives nouvelles. Alors en même temps, et là je rejoins ce que disait Michel, il y a convergence sur un certain nombre de choses, de responsabilités de l'État, de droits donnés et aux citoyens et aux travailleurs, mais tout est ouvert pour les usages qu'on en fera ultérieurement. Un compromis qui donc se révèle possible. Je vais poser une question un peu provocante en prenant une distance, une fois n'est pas coutume, avec ma mesure journalistique. Est-ce que, donc là on a une gauche qui réussit à obtenir d'une droite digne des choses tout à fait exceptionnelles, est-ce que c'est pas quand même plus facile de négocier sans le patronat qui lui était compromis par la collaboration avec Vichy ? Alors effectivement le patronat sort de l'occupation un peu en mauvais état. Il lui faut du temps pour se reconstituer. Le CNPF n'apparaît qu'à la fin de l'année 1945, c'est-à-dire que ça a pris du temps quand même, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de représentants du patronat dans les discussions qu'il pouvait y avoir, mais la Confédération, le Conseil national du patronat français ne se reconstitue que plus d'1 an après la libération. Bon, ensuite, il est néanmoins présent. Et puis, il y a dans le GPRF le GPRF n'est pas la reproduction du CNR, loin de là. D'abord, il y a De Gaulle. Et De Gaulle, par rapport au programme du CNR, il n'en parle pas. Il peut l'inspirer, mais il n'en fait pas sa référence. Et ça pèse énormément. Et c'est une des raisons pour lesquelles, d'ailleurs, le CNR, après août 1944, après la libération de Paris, qui se sent responsable moralement et politiquement de l'application de son programme, décide de ne pas se dissoudre. Parce que si les mots ont un sens, Conseil national de la résistance, une fois la libération largement réalisée, la résistance n'est plus à l'ordre du jour. Sauf que il y a précisément un programme, et un programme qui est un programme commun à toutes les composantes. Et alors on l'a dit, les mouvements de résistance peuvent être comparés à des associations.
je trouve que c'est un peu faible. Parce que les mouvements de résistance sont quand même des acteurs majeurs de la résistance, à tel point d'ailleurs que quand on décide de créer, enfin on envisage de créer ce Conseil de la résistance, les mouvements de résistance disent, bon, les partis, on n'en veut pas. À la rigueur, le Parti communiste, parce qu'il est dans le coup, mais les autres, on n'en veut pas, à la rigueur. Hein. Donc, c'est pas simplement de vagues associations d'éducation populaire, hein, les mouvements de résistance. C'est des acteurs qui portent un type de radicalité qui ne peut pas être apparenté à des radicalités partisanes telles qu'on pouvait les connaître avant. Ce sont des gens armés, oui. Comment ? Ce sont des gens armés. Aussi, mais il n'y a pas que ça. Oui, aussi. Michel Margueraz. Oui, votre question est légitime, hein, il n'y a pas le patronat. Alors faites attention parce que ce n'est pas de la faute ni des résistants, ni même des syndicalistes. Je me souviens, j'ai un peu ce privilège, mais Georges Ségui disant au fond, c'est pas nous qui avons demandé qu'il n'y ait pas le patronat, c'est que le patronat n'était pas présentable dans tous les sens du terme et que les organisations patronales avaient été des éléments intégrés dans l'économie corporatiste de Vichy et surtout dans la collaboration économique. Donc c'est pas faute d'avoir voulu qu'il y ait le patronat. Mais vous devez avoir raison. Ça a peut-être certainement... Je ne faisais que poser la question. Ça a peut-être facilité. Ceci étant, dans plusieurs des réformes de structure présentes dans la deuxième partie, dans le programme du CNR, si on veut, il y a bien une présence du patronat. On en dira peut-être un mot, mais une des élaborations institutionnelles contenues dans le programme, c'est le plan. Et le plan, les représentants patronaux sont largement présents dedans. Bon, la sécurité sociale, c'est plus compliqué, on en parlera. Mais c'est sûr qu'il y a cet aspect-là. Sur De Gaulle, juste une remarque. De Gaulle a évidemment un discours fluctuant selon les périodes. Alors les historiens sont embêtants parce qu'ils vous disent c'est la chronologie, c'est 42, c'est pas 43, etc. Bon, mais c'est vrai qu'il y a toute une série de discours où De Gaulle dit à Londres, quand il est à Londres, dès 41, 42, la libération nationale est indissociable de la libération sociale. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour De Gaulle, hein ? Parce que là aussi, la libération sociale, on l'entend tous de façon un peu différente, selon qu'on veut aller un peu plus loin, nettement plus loin ou beaucoup plus loin. Vous voyez ? Donc il y a cet aspect-là. Mais il y avait quand même ce mouvement international dont a parlé Claire, qui était double, la disqualification internationale du fascisme et du nazisme. Bon, c'est postérieur, mais c'est quand même dans l'ambiance des réformes de structure. Le procès de Nuremberg vous disent que le nazisme ou le fascisme, c'est pas une opinion, c'est un crime. Ça devrait être rappelé aujourd'hui. Hein. On n'est pas dans la liberté d'expression. On est là pour ça aussi. Voilà. Ouais. Donc, c'est quand même une disqualification internationale et toutes les organisations internationales du nouveau système international. La seule qui résiste, c'est l'OIT, l'Organisation internationale du travail, parce que la SDN, la Société des Nations, est déconsidérée. Et on recrée l'ONU. Mais on garde l'OIT. Or, l'OIT, à peu près au même moment que le programme de la résistance, réunit une conférence internationale du travail à Philadelphie en 1944, où sont représentés les gouvernements, les syndicats et le patronat, et où le premier article, c'est « Le travail n'est pas une marchandise ». Donc on est bien dans un contexte de retour non seulement sur la guerre et sur le fascisme, mais sur la crise des années 30. C'est-à-dire on ne veut pas revenir à 39. Et la République, c'est pareil, excusez-moi. La République, c'est pareil. La plupart veulent revenir à la République, mais pas la troisième. Très peu, il n'y a que les radicaux pour défendre la Troisième République. C'était simplement au fondement, effectivement, de l'OIT dans l'entre-deux-guerres, l'idée qu'il ne saurait y avoir de paix entre les peuples sans un traitement juste des travailleurs. Claire Andrieux, je vous laisse réagir.
Oui, je voulais revenir un instant sur la position de De Gaulle, qui effectivement évolue pendant la guerre. Avec De Gaulle, c'est assez simple. Comme il rédige et il pense profondément ses discours avant de les prononcer, on peut voir très bien son évolution. Et en fait, il est porté par ce courant transnational de volonté de démocratie économique et sociale, mais il ne le dit pas en ces termes-là. C'est un langage gaullien, grand siècle, mais qu'il faut quand même entendre. Parce que on peut parler d'esprit de Philadelphie, pour reprendre ce que disait Michel Margueras. Que le travail n'est pas une marchandise, je pense, oui, parce que là, ce serait la dimension catholique sociale, si vous voulez, et paternaliste. Mais si vous voulez, son grand discours révolutionnaire, c'était le dernier, c'était celui du 14 juillet 1943 à Alger, quand il dit que quand les Bastilles entrent en lutte avec le peuple, c'est toujours le peuple qui a raison, et il fallait que les Bastilles ouvrent leurs portes. Donc c'était un discours très net. Et j'ai remarqué tout récemment, et vous connaissez très bien, je pense, forcément, ce discours de De Gaulle du 25 août 1944 à l'Hôtel de Ville. Paris brisé, Paris martyrisé, Paris... mais Paris libéré par son peuple. Ouais. Voilà. Et aujourd'hui, enfin depuis les années 80, on souligne le fait que De Gaulle a mis entre parenthèses l'aide des Alliés dans la libération. Bon. En vérité, si on lit le discours en entier, c'est pas du tout ce que De Gaulle fait. Et c'est même très intéressant de le lire en entier. Et nous allons le publier l'année prochaine dans un volume sur le CNR, parce que il termine, c'est dans les derniers mots de ce discours, qui dure assez longtemps, il termine par évoquer les jours heureux vers lesquels nous allons. Et de la part de De Gaulle, c'est pas un hasard. Ce n'est pas pour faire de De Gaulle un homme de gauche, je crois que ce serait une erreur, mais c'est pour dire que il n'a pas freiné, il n'a pas été un obstacle, il a certainement modéré, et puis c'est un homme d'État, voilà. Mais on ne peut pas faire de De Gaulle à cette date un réactionnaire. Ça ne serait pas exact. Vous allez effectivement publier un livre collectif qui devrait sortir au début de l'année prochaine, en 2025, si je ne me trompe pas, issu d'un colloque qui a eu lieu à l'Assemblée en septembre dernier. Ce sera avec Michel Margueras et Jean-Marie Pernaut. Je vous laisse réagir, effectivement. Oui, non, je crois que c'est important de rappeler que ce programme, il ne tombe pas du ciel. Hein. C'est pas, je veux dire, la notion de miracle, sur ce plan, on peut s'y attarder, mais il y a à la fois ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire dans l'esprit du temps, l'esprit de Philadelphie, c'est l'esprit du temps, c'est aussi de solder les politiques économiques de l'entre-deux-guerres. Ça n'a pas marché. Si on prend le bouquin de Karl Polanyi, 46, La Grande Transformation, il dit le libéralisme est mort. Je crois qu'il est de 44, il est pendant la guerre. Oui, c'est un recueil de ses Grande écrits. Transformation, Donc, voilà. qui est un économiste très redécouvert aujourd'hui et qui est d'une grande importance. Et où il dit le libéralisme a fait la preuve que c'est plus possible. Hein. Et donc, comme il n'a plus en plus de soutien dans la société parce que le patronat rase les murs, il faut dire aussi, rajouter, mais c'est que le patronat, il est quand même amputé du patronat bancaire, des assurances, des houillères qui sont nationalisées, et que donc le premier président du CNPF sera choisi par les pouvoirs publics, hein, et on prendra un résistant bon teint de la région lyonnaise pour essayer de masquer la poussière qu'il y a encore sur le tapis. Hein. Donc je crois qu'il faut bien se rendre compte, et il ne sort pas non plus des néants, parce que quand on voit le programme social on y retrouve quand même les luttes syndicales depuis l'après-Première Guerre mondiale. Le programme de la CGT de 1919 met en avant les nationalisations, les conventions collectives, un conseil national économique, la nécessité de hausser les salaires. Et pendant la crise des années 30, le mouvement syndical, d'ailleurs adossé à des réflexions internationales, hein, au niveau de la Fédération syndicale internationale, met en avant cette idée qu'il faut arrêter avec ces politiques déflationnistes, que la solution à la crise, c'est d'augmenter les salaires, c'est de lancer des politiques de grands travaux, c'est une intervention
de l'État dans l'économie organisée. Donc on va retrouver, alors c'est pas encore les idées de Keynes parce qu'elles sont encore peu connues, mais ça y ressemble quand même furieusement, et que dans l'après-guerre, on ne pense plus, les élites, notamment celles qu'on retrouve, ce qu'on appellera les planificateurs français, je parle sous le contrôle de Michel, qui a écrit beaucoup mieux que je ne peux le dire aujourd'hui sur ces sujets-là, mais je crois qu'il faut avoir en tête ce changement d'ambiance que le général de Gaulle sent probablement très bien. Et lui-même évolue là-dessus, mais j'insiste sur le fait quand même que les syndicats ont quand même joué un certain rôle, parce que à la fois dans ce qu'il y a dans le programme, la partie des mesures sociales sont quand même très reprises des propositions qui avaient été formulées au nom des syndicalistes par Louis Saillant dans le petit groupe qui gère le CNR au jour le jour, mais aussi on y retrouve quand même toutes les revendications syndicales alors toute la sécurité sociale par exemple, les batailles qu'il y a eu pour les assurances sociales dans l'entre-deux-guerres, les lois qui ont été discutées entre le Sénat et l'Assemblée pendant des années, tout ça pour ne pas être mis en application. Enfin, si vous voulez, ça fait on est là aussi dans une certaine accumulation qui trouve un débouché après-guerre parce que les obstacles ont disparu. Michel Pigenet. Oui, alors, il y a des jeux complexes quand même. Parce que ce que vient de dire Jean-Marie, c'est porté essentiellement par le courant, on va dire confédéré, par une partie des socialistes, et ça n'est pas accepté avant 1936 et un court moment pendant le Front populaire par les communistes. Et même au moment de la négociation qui va déboucher sur le programme, la priorité des communistes, c'est la première partie du programme, c'est-à-dire l'action immédiate, la lutte, et si possible, la lutte armée. Pour le reste, les communistes restent très sceptiques sur les projets portés précisément par les socialistes ou par les confédérés de réforme de structure et autres, qu'ils trouvent précisément réformistes. Dans un régime de production capitaliste. Oui, et donc le compromis qui est réalisé sur la base des dernières propositions portées par Villon et acceptées par les communistes, c'est précisément d'accepter une partie de ces réformes de structure, sans reprendre d'ailleurs le vocabulaire, par exemple, de nationalisation. Si on dit le retour à la nation, c'est pas nationalisation. Bon, donc les termes du compromis sont c'est Ensuite, très important ce que vous dites, parce qu'avec nos lunettes actuelles, on pense tout de suite la gauche, c'est les nationalisations. Vous dites que c'est quand même plus compliqué que ça. C'est plus compliqué, en tout cas à l'intérieur de la gauche. Et ensuite, alors il y a la libération qui arrive. Le programme du CNR à la Libération, il a été peu diffusé pour des raisons évidentes qui tenaient à la clandestinité, mais aussi parce qu'une partie des mouvements et des organisations n'ont pas contribué à sa diffusion. Donc, il est à populariser. Il est à faire pénétrer, à diffuser dans les profondeurs du pays. Et c'est, encore une fois, j'y insiste, la raison pour laquelle le CNR se maintient, et ce sera aussi un des objectifs des États généraux de la Renaissance française. Absolument, vous nous en parlerez dans quelques minutes. Claire Andrieux, je voudrais qu'on entre un peu dans les détails de ce qu'elle contient, cette deuxième partie des Jours heureux du programme du Conseil national de la résistance, avec, on va dire, 4 points principaux. La sécurité sociale, les nationalisations, le plan et les comités d'entreprise. On va voir que ça ne se limite pas à ça, mais peut-être prenons-les les uns après les autres. Oui, on peut déjà en parler globalement, c'est-à-dire que la France est le seul pays en Europe qui ait procédé à ces 4 réformes-là en même temps. Alors, quand on regarde chaque réforme, il y a toujours matière à discussion. Mais les 4 réformes qui faisaient partie
peu ou prou, ou 2 ou 3, selon les pays, du programme de réforme de la libération, la France les a mises en œuvre. Donc, et je crois que c'est en partie dû au caractère unanime de l'adoption du programme du CNR. Donc il y a une question d'ampleur là, des réformes en France à la libération. Et donc ce qu'on appelle aujourd'hui les nationalisations, mais qui effectivement s'appelait dans le programme Retour à la nation, parce que Jacques Duclos, très spécifiquement, avait dit qu'il ne voulait pas de ce terme de nationalisation. Ces nationalisations sont bien mises en œuvre, d'abord presque de facto dans les houillères du Nord et Pas-de-Calais, parce qu'à l'époque le charbon était essentiel et c'était la condition pour que les mineurs reprennent leur travail. Et ensuite par des votes à l'Assemblée nationale constituante de 45-46. Et donc les banques, les assurances, l'énergie, l'électricité et le charbon, donc qui est de nouveau nationalisé par une loi, plus la Banque de France dont la nationalisation est achevée, la Banque de l'Algérie aussi. Donc c'est un train de mesures tout à fait ample. Et ensuite, la planification, là ça se fait par un décret qui crée le plan avec Jean Monnet, une structure tout à fait atypique, où effectivement la concertation avec le patronat et les syndicats a marché, au moins pour le premier plan. Et oui, puisque c'est pas le Gosplan, on n'est pas en Union soviétique, on est en France démocratique et en régime capitaliste. Ouais. Voilà, exactement. C'est un compromis, c'était une réforme importante et qui a été décisive dans la reprise de l'économie. Mais c'était un compromis. Et d'ailleurs, curieusement, qui voulait un Gosplan à l'époque au gouvernement provisoire, c'était Mendès France. Bon, ça n'a pas marché. Et ensuite, il y a eu, je terminerai par la sécurité sociale qui est plus importante, mais il y a eu aussi cette ordonnance sur les comités d'entreprise qui a été révisée en 1946 sous la houlette, si je ne me trompe, du nouveau ministre du Travail qui était Ambroise Croizat, pour amplifier les pouvoirs des comités d'entreprise qui restent essentiellement consultatifs. Mais quand même, c'est une nouveauté importante. C'est cette idée de démocratie sociale, voilà, économique et sociale. C'est le côté démocratie économique et sociale. Et puis la sécurité sociale, alors la sécurité sociale, ça a été créé avant, pour ses fondations, avant la réunion de l'Assemblée nationale constituante. Juste avant, je crois le 19 octobre, juste avant même l'élection du 21 qui avait lieu le 21 octobre. Et cette mesure-là, elle est héritée en partie des réflexions de la France libre à Londres face au projet Beveridge. Et c'est une création qui est franco-française parce que justement, on associe les syndicats à la gestion de la sécurité sociale, tandis qu'en Angleterre, c'est une gestion étatique. Là aussi, est-ce que c'est parce que l'aile gauche se méfie de confier ça à l'État, qui serait un État bourgeois, par exemple ? Je ne saurais pas le dire de manière très précise, parce que, comme je vous dis, c'est déjà dans l'ordonnance du gouvernement provisoire, ordonnance, disons, rédigée sous la houlette de Pierre Laroque, qui n'était pas spécialement de gauche, mais qui avait il y a une espèce de messianisme dans l'exposé des motifs de l'ordonnance. Et Laroque a forcément travaillé avec les syndicats. Donc ce serait plutôt du côté des syndicats qu'il faudrait voir la volonté de participer. Attardons-nous là-dessus, effectivement. Jean-Marie Pernaut, un mot sur les syndicats dans la Constitution de la Sécurité sociale. Alors les syndicats, là, là aussi il faut faire des distinctions parce que la CFTC à l'époque, elle n'est pas du tout en faveur d'un régime de sécurité sociale. D'ailleurs sur les assurances sociales dans l'entre-deux-guerres, elle avait plutôt joué un rôle de frein, elle était plutôt pour les caisses d'affinité, comme on disait à l'époque dans le monde chrétien. Donc là c'est une conversion que fait la CFTC dans cette période-là. Et dans la CGT, là encore, il y a un rôle important qui est joué davantage par le courant confédéré, mais là, on peut quand même voir que les communistes se rallient quand même assez vite à cette idée-là. Et ce n'est pas un hasard si Ambroise Croizat va être le porteur politique
de cette affaire au gouvernement. Et donc il y a un mouvement de bascule et qui s'inscrit dans cette idée de démocratie économique et sociale. Donc, à partir du moment où le régime est fondé sur des cotisations sociales, donc une partie du salaire des travailleurs, le salaire socialisé, ou on disait plus le salaire différé à l'époque, mais donc l'idée d'une participation des syndicats à la gestion s'est assez vite imposée, et donc ils ont rallié. Ça faisait consensus, effectivement, avec ces hauts fonctionnaires qui avaient plutôt une culture de l'État, mais qui voyaient bien que dans les circonstances de la libération, ça faisait partie du compromis global qu'il était important de mettre en place. Ce qui permet à Croizat et aux bâtisseurs de la Sécu, puisqu'elle ne s'est pas faite toute seule, il a bien fallu que des millions de personnes fassent des caisses, d'extraire tout simplement un pan entier de l'économie de la marchandisation. Michel Margaraz. Oui, je reviens un peu sur ces problèmes de division, parce qu'au fond, l'histoire avance vite. En 1943, là aussi c'est un peu schématique, mais je pense que mes camarades ne vont pas totalement être en désaccord. Les communistes, encore jusqu'en 1943, sont hostiles aux nationalisations, hostiles au plan. Et sur la sécurité sociale, c'est plus complexe, mais pourquoi ? Parce qu'il faut distinguer la position des communistes ou des unitaires de la CGT, je dirais en situation froide ou en situation chaude. En situation froide, quand le rapport de force n'est pas très favorable, au fond, ils sont très hostiles à toutes ces mesures qui, à leurs yeux, ils rappellent une espèce de référence idéologique. Le capitalisme ne peut pas se réformer. Donc il ne peut pas y avoir de planification dans le capitalisme. Les nationalisations, ça ne remet pas en cause les rapports de production. Donc c'est cette position... Ils ont peur de l'État patron, c'est ce que vous dites, c'est ça ? Ils ont autant peur de l'État patron que de l'État, du patronat privé. Hein. Et ça se confirme après. Bon. Mais ça, c'est en période froide, quand il n'y a pas d'enjeu précis, parce qu'on réunit ses forces et on attend que... Alors qu'en 1944, c'est l'idée, là, on est en position chaude. On peut peser sur l'événement. Et donc là, les nationalisations, c'est utile. Le plan, c'est utile. Pourquoi ? Parce qu'on a fait en sorte qu'il y ait la présence des syndicats et notamment de la CGT. Et là, ça va être la guerre de position, c'est-à-dire qu'on prend position pour une éventuelle guerre de mouvement plus tard. Mais ça a de la signification parce qu'il y a 3 millions d'adhérents à la CGT. Ça doit faire quand même pâlir d'envie un certain nombre d'entre vous. Hein. Donc, voilà. Et la CGT, il y a des ouvriers, des employés, des enseignants, des ingénieurs, des fonctionnaires. C'est-à-dire, il y a tout le monde. Et quand on dit qu'on va représenter la population dans les caisses de sécurité sociale, l'idée quand même, qui était gaulliste, ou en tout cas de Larocque, de Parodi, comme de Croizat, c'était, à la différence des Anglais, là aussi, attention aux confusions. Hein. Beveridge, c'est un système étatique, c'est un nouveau ministère, et ça se fait contre le Labour, contre les trade unions. Donc il y a une hostilité, hein, parce qu'il veut un système... Et en France, c'est l'idée commune que les caisses de sécurité sociale et la sécurité sociale doivent être gérées par les bénéficiaires. Et c'est qui les bénéficiaires ? Aux yeux de la population, ce qui est évident, c'est les syndicats. Ça ne peut pas être quelqu'un d'autre. Et dans les nationalisations, on reprend le vieux programme de 1919 qu'évoquait Jean-Marie, c'est-à-dire un conseil d'administration tripartite entre l'État, les experts et les consommateurs. Et les consommateurs, c'est qui ? Ils sont représentés par qui ? Par les syndicats. Et c'est admis à l'époque, parce que les syndicats ont une place fondamentale qui a été consacrée par la résistance. Ce qui fait que les communistes opèrent on a employé des termes, c'est toi qui l'as employé, hein, donc on ne va pas me dire que je remploie encore un terme chrétien, mais il y a une vraie conversion. Hein. Il y a une conversion de la droite et de Gaulle qui acceptent l'ère du temps, mais il y a une conversion aussi des communistes qui, en 1935 ou en 1943, disaient « Bon, les nationalisations, le plan, tout ça, c'est du replâtrage du capital. » Et là, qui disent « Non, c'est des moyens nouveaux pour les forces démocratiques. » Vous voyez ? Et il n'y a pas de duplicité là-dedans.
il y a une vraie prise de conscience des nécessités du moment et de ce qui est possible ou de ce qui ne l'est pas, hein, en période ouverte ou en période où ça se ferme. Hein. Donc je pense que la position syndicale est tout à fait intéressante, et j'ajouterai une chose qu'a pas dit Jean-Marie, donc je me permets, hein, c'est que je crois que la démarche syndicale à l'intérieur de la CGT a été une démarche essentielle pour expliquer l'unité. C'est-à-dire qu'au fond, les syndicats CGT, CGTU avaient déjà l'expérience en 1936, hein, ils se sont réunifiés en mars 1936, mais le programme date de janvier 1936, donc c'était des discussions qui ont eu lieu avant, et je crois que l'expérience syndicale de trouver un compromis entre confédérés et unitaires qui se reproduit en 1943 est une vraie expérience fondatrice en vue de l'unité. Une pratique de la négociation ? Oui, la négociation, céder sur certaines choses, mais conserver l'essentiel. C'est la reprise, au fond, d'une remarque qu'avait fait Politzer, le philosophe communiste en 1936, Georges Politzer, au moment de l'élaboration du programme du Rassemblement populaire, du Front populaire. Il avait dit « Les théories divisent, les revendications unissent ». Les revendications unissent, oui. Voilà, je laisse le soin de voir à quoi ça tient à ce moment-là. Claire Andrieux, il y a d'autres aspects sur lesquels on ne va peut-être pas s'attarder pour ne pas être trop long, mais alors un aspect qui est dans le programme du CNR qui me tient particulièrement à cœur, c'est la liberté de la presse, lui rendre sa dignité et la préserver des influences de l'argent et des influences étrangères, c'est ce qui est écrit. Par ailleurs, des hausses de salaire, le retour des conventions collectives. Ce sur quoi je voudrais surtout vous entendre, c'est ce qu'il n'y a pas dans les jours heureux. Et ce qu'il n'y a pas dans les jours heureux, ce sont, on va dire, des angles morts qui sont sciemment ou plus ou moins sciemment évités pour ne pas rompre cette unité. Dites-nous tout. Sur les angles morts et sur les silences, il n'y a pas d'archives, par définition. Clandestinité oblige. Ouais. Voilà. Mais il est clair qu'il y a deux lacunes. Une qui était spectaculaire même à l'époque, c'est l'absence de référence à la nouvelle Constitution. Bien sûr, la République est attendue, une République nouvelle, c'est le terme, mais le contenu de la République, on ne sait pas. Or, quelle constitution ? Ouais. Quel type de République ? Et je pense que là, le but était d'éviter une division majeure, qui d'ailleurs va se révéler après la Libération. Et parce que c'est d'autant plus flagrant que, par ailleurs, un certain nombre de mouvements de résistance ou d'individualités dans la résistance rédigent des projets de constitution. Il y a une vingtaine de projets de constitution qui ont été rédigés dans la clandestinité. Et donc, le problème de la constitution à venir était clairement posé. Et les membres du CNR ont évité de creuser la question, à mon avis, très judicieusement, puisqu'on a vu au premier projet de constitution qui a été soumis à référendum qu'il a été rejeté. Et c'est donc en 1946, on a eu un premier référendum qui rejette un projet de constitution et un deuxième référendum qui en accepte un autre projet. Donc il y avait une division majeure. Et l'autre sujet pour lequel on n'a rien, j'ai seulement le témoignage de Jacques de Bubridel, qui était un représentant de Louis Marin, c'est-à-dire d'un parti de droite, au Conseil national de la résistance. Il me disait que le débat avait été évoqué, mais que le Parti radical avait menacé de quitter le CNR si le droit de vote des femmes on voit venir, c'est le droit de vote des femmes, accepté. Oui. Voilà. Il faut développer ça. À l'époque, qui est pour le droit de vote des femmes ? Alors, la gauche et les catholiques. Voilà. Les radicaux, apparemment, sont contre, d'après ces sources. Alors, et c'est pas apparemment, c'est prouvé parce qu'il y a eu, j'ai oublié le nombre exact, mais il y a eu une dizaine de votes, soit à l'Assemblée, soit au Sénat, dans l'entre-deux-guerres, pour que les femmes aient soit le droit de vote complètement, comme c'est le cas aujourd'hui, mais soit au municipal, ou alors elles sont éligibles, mais elles n'ont pas le droit de vote. Enfin, il y avait toutes sortes de... Et il y avait toutes sortes de... Enfin, l'imagination était au pouvoir pour brider et il faut expliciter l'égalité. Pourquoi les radicaux s'opposent au vote des femmes. Ils sont extrêmement laïcistes et ils pensent que les femmes sont sous l'influence des curés et vont voter pour la droite. Quoi. Et entre parenthèses, si vous voulez penser ça sous l'occupation,
c'est signe que ce parti, bon, je parle du parti, je parle pas des individus, était déconnecté de la résistance. Ben, c'est prouvé d'ailleurs. Enfin, parce que c'est dans la résistance, le rôle des femmes était évident. Hein, et ce parti qui était encore capable de voir les femmes comme il les voyait à la fin du XIXe siècle montre qu'il était hors du temps. Et en plus, justement, les chrétiens dans la résistance, c'est l'origine de ce qu'on appelle après les catholiques de gauche ou les chrétiens de gauche. C'était une nouveauté culturelle qui s'ancre dans la résistance et que ce parti radical ne voyait pas. Et droit de vote, simplement, avant de passer au point suivant, droit de vote et puis les salaires des femmes qui étaient oui. légalement minorés de 20%, il me semble. Oui. Qui ne sont pas évoqués non plus dans non, c'est pas évoqué, bien que la libération a joué un rôle dans le domaine du rattrapage des femmes. Mais du coup, ça, ce sont des choses qui ont été faites ensuite. C'est oui. Ça que vous nous dites. Je vous laisse poursuivre. Je voudrais quand même, je voudrais pas... Je me reprocherais de ne pas avoir évoqué l'adoption du vote des femmes à Alger, parce que c'est Alger... Ouais. Il y a à l'Assemblée consultative d'Alger. À l'Assemblée consultative d'Alger. Donc il y a eu un débat. Après, il y a eu un débat en séance qui est le débat qui a permis d'accorder le vote des femmes intégral dès 1944 par cette ordonnance. Parce qu'en commission, même en commission, ce n'était pas acquis. En commission, le texte prévoyait que les femmes auraient le droit de vote des femmes, mais après le retour de tous les prisonniers, c'est-à-dire des maris, et après aussi les premières... après la Constituante, c'est-à-dire qu'il fallait que la Constitution l'accepte. C'est-à-dire que les femmes auraient attendu 2 ans encore. Et donc toutes ces prudences, qu'il faut bien dire relèvent de la misogynie, ont sauté. C'était un groupe exclusivement composé d'hommes, le CNR. Oui, et même l'Assemblée consultative, il y avait 2 femmes qui en faisaient partie symboliquement, mais pour des raisons qui m'échappent, elles n'ont pas siégé. Et finalement, pourquoi en séance ? Je pense qu'il y a eu 2 facteurs. Il y a eu d'abord le fait qu'en séance, il y avait la presse étrangère qui était là, et il y avait quand même peut-être le sentiment du ridicule qui émergeait dans certaines têtes. Et il y a eu 2 interventions, l'intervention d'un communiste, l'intervention d'un chrétien démocrate, pour dire que si on acceptait que les femmes se fassent torturer en France pour la libération de la France, on pouvait peut-être leur accorder le droit de vote. Donc c'est l'effet de la résistance, des circonstances précises, qui a emporté la décision. Dernier point majeur qui n'y est pas, c'est la décolonisation. Non, il n'y a pas de décolonisation. Il y a en revanche une extension des droits politiques, socio-économiques des indigènes et des coloniaux. Et alors, on se demande un peu donc, c'est une formulation d'apparence modérée, généreuse, modérée, mais en même temps une formulation un peu ambiguë. Et ça, effectivement, ce sera un des grands enjeux, un des grands conflits de l'après-guerre. Michel Pigenet, il se trouve que, une fois le pays libéré, on a un phénomène massif qui se produit, qui est que la population accueille ce programme avec beaucoup d'enthousiasme. C'est là que, quand les jours heureux lui sont présentés, la réaction est très enthousiaste. Et c'est là que se lancent les États généraux de la Renaissance française, qui est quelque chose d'un peu oublié aujourd'hui. On compte sur vous pour ne pas justement l'oublier. Alors, la chronologie est quand même très importante, hein, parce que entre la libération de Paris fin août 1944 et l'élection de la première constituante, qui a lieu en octobre 1945, il se passe des mois et des mois où les choses évoluent. La guerre se poursuit. Elle se poursuit jusqu'au mois de mai 1945. Ne l'oublions pas. Et jusqu'au mois de mai 1945, la priorité quand même, c'est l'effort de guerre et la place que le pays pourra prendre dans le concert des nations une fois l'axe disparu. D'autre part, on est en France dans le provisoire. D'ailleurs, le gouvernement s'appelle ainsi, et sa légitimité, elle est purement morale. De Gaulle tire, et avec lui, le gouvernement provisoire, sa légitimité, du fait qu'il a dit non à l'armistice
et qu'il a refusé l'occupation et appelé à la résistance. Mais il n'y a pas de consultation. Or, dans un régime, la République est rétablie, mais dans un régime républicain démocratique, la seule légitimité qui tienne, c'est la légitimité des élections, des urnes. Ouais. Il n'y en a pas avant le printemps 45 et encore pour des élections locales municipales. Donc, l'idée de lancer une consultation par des voies qui ne sont pas officielles, mais qui vont aller à la rencontre des citoyens, c'est une sorte de substitut de scrutin tant qu'il n'y en a pas, et ça participe aussi, là aussi quelque chose qui est très dans l'air du temps, ça n'est une démocratie qui ne soit pas simplement une démocratie d'électeurs, mais qui soit une démocratie agissante, c'est-à-dire dans laquelle les citoyens ne se contentent pas de déléguer par leur vote à d'autres, mais peuvent prendre la parole. La démocratie agissante, c'est ce qu'on appellerait aujourd'hui la démocratie participative, ce genre de choses. C'est un peu ça, sauf qu'aujourd'hui, il y a des scrutins. Hein. Là, pour le moment, jusqu'en octobre 1945, il n'y a pas de scrutin politique général. Ça se matérialise par des cahiers de doléances et un enthousiasme absolument massif autour de ça. Ça démarre, l'idée démarre dès le mois de septembre 1944. Elle est officialisée par ce qu'on appelle une assemblée nationale des comités départementaux de libération qui se tient à la mi-décembre 1944. C'est confirmé en février. Mais encore une fois, dans une période où tout se bouscule, ce qui fait que le lancement effectif de ces États généraux ne se produira pas avant le mois de mai 1945. Alors ça se produit de plusieurs façons. C'est un système qui est un peu pyramidal. On commence par réunir au niveau local alors soit les municipalités, soit l'initiative des municipalités, soit à l'initiative des comités locaux de libération. On appelle les populations à se réunir, on leur distribue des questionnaires qui sérient toute une série de problèmes, et ensuite on les réunit une deuxième fois pour rédiger et ratifier des cahiers de doléances, alors qu'ils peuvent traiter de tout. C'est évidemment un peu foutraque. Ça peut être à la fois réclamer une armée nouvelle et démocratique, et puis aussi réclamer qu'il y ait l'adduction dans les villages et dans les hameaux. Hein. Donc, tous les vœux, c'est aussi l'intérêt de cette source, aujourd'hui pour l'historien, tout remonte et tout s'exprime. Et ensuite, ça repasse, je passe sur les différents niveaux, au niveau départemental, où on élabore des comités, des cahiers départementaux de doléances, et enfin, ça va converger à Paris pour le 10 juillet 1945, le tout devant être terminé pour le 14 juillet. Et évidemment, le calendrier n'a pas été choisi au hasard, ni le terme non plus, États généraux. Évidemment, ça renvoie à la Révolution française. Et l'idée, c'est bien de faire émerger les aspirations de la population et de les faire converger, de les rendre compatibles avec le programme du CNR. Car c'est quand même ça qui est central. Michel Margaz, un bref mot de conclusion. Ce que vous expliquez bien dans l'état détricoté avec Daniel Tartakovsky, c'est finalement cette postérité différentielle qu'ont les différents aspects du programme du CNR selon la façon dont ils ont été mis en place et accueillis. Un dernier mot de conclusion. Je vais résumer donc là aussi très sommairement pour éviter d'être trop long. À mon avis, il y a deux facteurs qui vont jouer sur le fait que les différentes réformes de structure qu'on a évoquées vont s'user, mais à des rythmes différents. Il y a deux facteurs. Un, c'est l'ouverture économique à partir du marché commun et de sa suite, donc la construction européenne, qui va mettre à mal quand même certaines de ces réformes de structure qui étaient fondées sur une relative fermeture de l'économie
française et qui, au fond, on va le voir, ça va jouer son rôle. Et puis, il y a d'autres aspects, c'est le fait que ces revendications, ces mesures étaient plus ou moins soutenues à l'époque, et notamment par le mouvement syndical. C'est-à-dire que je pense que celles qui étaient, au fond, soutenues de dernière minute, ou au fond avec un moindre enthousiasme, eh bien, expliquent qu'elles aient été plus vulnérables et soient disparues plus tôt. Alors, la première institution, et ce n'est pas un hasard, c'est le plan, parce qu'à l'origine, la CGT est très présente dans les commissions de modernisation, qui étaient une espèce d'invention démocratique, là aussi une nouvelle forme de représentation, hein. Patronat, syndicats de salariés et experts de l'État ou experts en général. Donc c'était l'idée de constituer une nouvelle démocratie qui fixe un horizon de moyen terme. Et puis avec l'ouverture progressive de l'économie française et puis une entrée de plus en plus forte du patronat, dans les années 60, au fond, les confédérations syndicales sont sorties du plan. Et à partir de ce moment-là, il y a eu une dérive, etc., qui fait que même s'il continuait à exister, vous savez, il a existé jusqu'à 2005 sous son nom, et puis maintenant, il y a... Alors c'est pareil. Hein, oui, il s'est transformé en France Stratégie, et il a été relancé avec à sa tête Monsieur Bayrou. Oui. On reprend les mêmes noms, et puis on fait autre chose. Et puis il n'a plus de vocation prescriptive, le commissariat au plan de Monsieur Bayrou. Ouais. C'est complètement autre chose. Bon, mais on a pris le nom. Ce qui est intéressant, c'est-à-dire qu'on veut avoir l'avantage du nom, mais pas faire ce qui correspondait au nom. Bon. La deuxième, c'est les nationalisations. Alors, il y a des nationalisations qui étaient très fortement soutenues, parce que là, le mouvement syndical était très fort. Je rappelle quand même que les principaux ministres qui ont appliqué ces mesures jusqu'en 1946 étaient essentiellement Ambroise Croizat, on l'a dit, pour la sécurité sociale, et Marcel Paul pour la production industrielle. Et tous les deux étaient certes communistes, mais tous les deux étaient d'abord syndicalistes. Et eux, ils avaient l'habitude quand même de traiter avec des gens différents, etc., et de faire des compromis. Et la sécurité sociale, elle a duré beaucoup plus longtemps, mais grâce au compromis qu'Ambroise Croizat a fait. C'est-à-dire qu'il a accepté des choses qui ont été difficilement acceptées par la CGT, par ailleurs. La présence de la médecine libérale. Hein, il dit très clairement dans un article de 1947, on ne peut pas faire comme les Anglais. Hein, les Anglais, ils fonctionnalisent un peu la médecine. Hein. Là, on est obligé de garder la médecine libérale, sinon ça ne se fera pas. Il y a un problème d'urgence, parce que, si vous voulez, la constituante qui va voter les principales mesures, elle disparaît à l'été 1946. Et on sait que ça glisse un peu plus vers la droite, vers le centre droit. Et qu'après, probablement, ce sera beaucoup plus difficile. Donc il y a urgence, il faut trouver le compromis. On garde les mutuelles, on dissocie en partie les allocations familiales, mais on garde l'essentiel. C'est-à-dire tous les salariés ont droit à la protection de tous les risques sociaux. Bon, on ne parle pas du chômage à l'époque parce que c'est plein emploi et même c'est pénurie de main-d'œuvre. Mais c'est tous les risques sociaux. Donc, le plan, le plus rapidement, la sécurité sociale, celle qui tient le plus longtemps, malgré des entorses que vous connaissez bien, malgré toute une série de choses, mais on voit bien que ça résiste et que quand il y a une mobilisation, c'est là-dessus, 95, 2023, bon, on voit bien. Entre les deux, les nationalisations. Mais les nationalisations, ça dépend. Ça dépend des lieux où il y avait une forte présence syndicale ou non. La nationalisation des banques, elle ne se fait pas tellement avec le soutien d'une grande partie de la CGT. Le ministre des Finances est lui-même contre. La Banque de France est contre sa propre nationalisation, donc ça se fait dans un milieu hostile. Et ce n'est pas un hasard si dans les années 80, les nationalisations nouvelles, mais celles-ci ne sont que de gauche, c'est la gauche au pouvoir, le gouvernement Mauroy, alors que celle de 1945, c'est tout le monde. Et donc, ça devenait un caractère... Alors, je vais encore employer un terme chrétien, hein, du coup, c'est ma journée. Hein. Ce texte prend un caractère sacré, comme tout le monde. Voilà.
c'est bon. Il y a du sacré qui n'est pas chrétien. Oui, voilà, c'est On du est- sacré tout à fait profane. Hein. On est tous Mais les enfants de la mais Grèce au antique. fond, la droite et les gaullistes se sentent tenus jusqu'en 1982 par les nationalisations. À partir de 82, où il y a des nationalisations que de gauche, ils se sentent libérés. Et il y a les privatisations. Donc c'est un peu comme les Curias avec Horace, c'est-à-dire que les éléments du programme tombent un après l'autre, mais il y en a quand même qui résistent mieux que d'autres. C'est de tout cela et de l'avenir qu'on parlera dans la seconde table ronde. Merci encore à vous quatre, Michel Margaras de Paris 1, Jean-Marie Pernaut du CHS et de l'IRES, Claire Andrieux de Sciences Po et Michel Pigenet de Paris 1. Merci à vous dans le public ici au Cinéma L'Arlequin à Paris. Amis spectateurs ou auditeurs, merci d'avoir été avec nous jusque-là. Je rappelle que vous pouvez retrouver gratuitement également le documentaire du CHS, Une histoire du CNR en accès libre sur Internet. Regardez-le, regardez cette émission et nous on se retrouve au prochain épisode. Salut!